Je vais vous parler, toujours en ce mercredi soir qui se termine, ce jour de Mercure, comme on dit, je vais vous parler des grandes problématiques qui sont liées à la question de la fascination. La notion de fascination me fascine. C'est un mot qui désormais fait complètement partie de mon vocabulaire. Je noterai que dans sa thèse de doctorat, Elisabeth Tessier, il y a déjà une douzaine d'années, avait intitulé Rejet et fascination de l'astrologie. Mais je voudrais en parler d'une autre façon, enfin, bien que peut-être qu'il y ait des recoupements. La fascination, qui n'est d'ailleurs pas forcément une chose positive, la fascination déclenche le mimétisme, et le mimétisme déclenche le déni. Le déni de celui qui dit mais votre imitation c'est une fiction. Donc celui qui est fasciné s'expose au déni. D'autre part, le regard que je porte sur l'autre peut ne pas plaire à l'autre. Et donc l'autre aussi sera dans le déni. Donc finalement, celui qui est fasciné sera, le discours de celui qui est fasciné sera nié, à la fois parce qu'il renvoie à l'autre, il lui renvoie une image qu'il n'accepte pas de lui-même, et à la fois parce que la personne elle-même, du fait de sa fascination, veut imiter l'autre, et l'autre ne se reconnaîtra pas dans cette imitation. Donc l'autre ne se reconnaîtra ni dans l'image qu'on le renvoie de lui-même, ni dans l'imitation que l'on en fait. Voilà ce genre de problématique qui m'intéresse actuellement et avec lequel j'aime bien travailler, j'aime bien jongler. On sait que la notion de regard était chère à Jean-Paul Sartre et que dans son ouvrage, notamment paru en 1946, je crois sous un autre titre, qui est surtout connu sous le titre Recherche sur la réflexion sur la question juive. Bon, j'ai fait un exposé en 1960, dans l'année de 65-66 à Paris de Assas, à la faculté de droit, dans le cours de sociologie de Maurice Duverger. Je dirais que ce regard, il me paraît tout à fait intéressant. Je pense que les autres nous voient mieux que nous nous voyons nous-mêmes. Mais en revanche, nous les voyons mieux que eux ne se voient eux-mêmes. Je parle d'une vision globale, collective. Je ne parle pas d'une contraire sur le plan de la rapport individuel. C'est pas du tout ça. Et sur le plan de la perception globale, synthétique de l'autre, du groupe. Quand je dis l'autre, c'est en fin de compte l'autre comme appartenant à un groupe donné, pas l'autre en tant qu'individu isolé, bien évidemment. Eh bien, ce regard que mon groupe, que moi, en tant que membre d'un groupe, je porte sur un groupe ou sur le membre d'un groupe, il est pertinent. Il est épistémologiquement pertinent, car il constitue véritablement une observation, un fait. Et les gens d'un groupe sont d'accord sur ce qu'ils doivent penser du groupe X ou Y. À partir du moment où on refuse les faits,
les faits tels que je viens de les définir, c'est-à-dire les faits, à savoir comment on est vu, comment on est perçu par l'autre couple, à partir de ce moment-là, les choses deviennent beaucoup trop compliquées. Parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas de quoi on parle. Je veux dire par là qu'on ne peut pas bâtir une réflexion scientifique, en tout cas au niveau des sciences humaines, des sciences de l'homme, sans tenir compte du regard porté par un groupe envers un autre groupe. Autrement, on est dans le déni. Oui, on est dans le déni puisque on va dire que ce que voient les gens, ce que perçoivent les gens de notre groupe est faux. Donc on est dans le déni. On refuse l'image qui nous est renvoyée par l'autre groupe. On est dans le déni. Et comme je dis tout à l'heure, on est dans le déni, mais en même temps, quelque part, du fait de la fascination, si tant est qu'on soit fasciné par le groupe en question, on va être dans un mimétisme, on va être dans une imitation. Cette imitation sera également vouée au déni par ceux que l'on veut imiter. Qui diront, mais vous ne nous imitez pas du tout, vous n'êtes pas du tout capable d'être ce que nous sommes. Vous voyez toutes les allusions et toutes les implications de ce que je viens de dire. Par exemple, le fait que les femmes se prétendent les égaux des hommes, c'est bel et bien un processus d'imitation et un processus de fascination. Et le fait que les hommes refusent que les femmes soient leurs égaux, ou tout simplement soient pareils à eux, ils sont dans le déni, d'une imitation qui leur paraît tout à fait spécieuse. Donc il y a toute une dialectique de la fascination, du déni, de l'imitation. Ces trois termes me paraissent très parlants, mimétisme, fascination, déni. Tout mimétisme déclenche du déni de l'autre, mais aussi déni de la différence. J'imite l'autre parce que je nie qu'il soit différent de moi. Je nie que cette différence soit importante, significative. Je nie que cette différence ne puisse pas être comblée. Donc je nie la différence. C'est aussi une forme de déni. Je nie la différence. L'autre nie l'image que je projette de lui, image qui d'ailleurs le représente, est censée le représenter, et qui en même temps va alimenter mon imitation, mon mimétisme. Et ça aussi, ça va être fait l'objet d'un déni. L'autre va nier que je sois capable d'être son égal, d'être à son image, pour reprendre une expression biblique. On n'est pas à l'image de l'autre aussi évidemment que cela. Parce que c'est bien cela, finalement, le mimétisme. C'est l'affirmation, je pense que je suis à ton image. Dans le livre de la Genèse, il est question, en effet, au chapitre 1 et au chapitre 5, d'une création à l'image du Créateur, de la création de la créature. Donc, c'est pas évident de dire que l'on peut, comme cela, être à l'image de l'autre qui nous fascine. Je veux être l'autre. Je suis une femme, je veux être un homme. Je veux être à son image. Bon, très bien. Et l'homme, lui, il peut répondre, non, je ne pense pas qu'il soit à mon image. Mais si la femme n'est pas à l'image de l'homme, elle n'est pas non plus à l'image de Dieu, si Dieu a créé l'homme. Donc on peut aller encore plus loin dans ce genre de
de débat. Autrement dit, les relations humaines sont des faits d'observation, observation dans le sens de regard. Je regarde l'autre, je l'observe, je le perçois. Et cette perception, elle constitue un fait scientifique, je dirais en quelque sorte. Quand elle est globale, quand elle est partagée, que ce soit en bien ou en mal. Et d'autre part, je voudrais insister sur le contre-transfert. À savoir, mon groupe peut être manipulé par un autre groupe qui est fasciné par mon groupe. Et il veut être à la hauteur de ce que l'autre groupe projette sur lui. Et en ce sens, il se fait manipuler. J'ai pensé par exemple que les Juifs, au début du XXe siècle, ont été manipulés par les protestants qui voulaient à tout prix qu'ils se constituât une Palestine juive. Ça faisait partie de leur téléologie, leur prophétisme, notamment par rapport avec l'Antéchrist. Il fallait que les Juifs reviennent en terre promise pour que l'Antéchrist puisse apparaître, qu'il puisse être vaincu et que le second avènement du Christ puisse arriver. Là, nous avons un phénomène de fascination et un autre mot que j'aime beaucoup, c'est le phénomène d'historicisation. C'est-à-dire que je suis fasciné par l'histoire, par le passé de ce groupe auquel je m'identifie en même temps qu'il me fascine. Donc qui me fascine à la fois parce que je veux en être et à la fois parce que je n'en suis pas. Bon, je vais m'arrêter là, dans cette problématique.